Alors imaginez un peu la scène. On est au Palais des Congrès, à Issy-les-Moulineaux. L'ambiance devait être électrique, j'imagine. Ah bah carrément électrique. Dans la salle, vous avez des centaines d'investisseurs qui sont vraiment à cran. Et on les comprend, avec les écrans de la bourse en fond, non? Exactement. Sur les écrans, une action en chute libre. On parle d'un décrochage brutal de 8%, et ça en l'espace de quelques heures seulement. C'est énorme pour une boîte de ce calibre. C'est énorme, oui. La tension est palpable. Et pourtant, l'entreprise, au centre de cette espèce de tempête financière, elle vend le produit qui est censé être le plus infaillible au monde. L'espoir, la chance, quoi. Le jeu? Voilà. Et donc, aujourd'hui, notre mission dans cette nouvelle plongée dans nos sources, c'est de décortiquer tout ça. On va analyser la mécanique interne de la Française des Jeux, la fameuse FDJ, à travers le compte-rendu super détaillé de leur dernière assemblée générale. Une vraie mine d'or, ce document. Ah, totalement. Et la vraie question, c'est, bon, décortiquons tout ça. Comment une entreprise qui vend littéralement de la chance se retrouve à devoir rassurer des investisseurs inquiets? Je veux dire, ça paraît fou. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que l'objectif de notre analyse, ce n'est pas seulement de lire des chiffres dans un tableau Excel. Non, bien sûr. C'est de comprendre une dynamique de pouvoir. Une lutte à trois. À 3. C'est-à-dire? Vous avez l'entreprise qui veut croître, l'État qui veut encaisser les taxes, et le consommateur, le joueur qui, lui, espère gagner. Donc, c'est vraiment un écosystème sous tension. Exactement. Et cette chute de 8%, c'est pas juste un accident, c'est le symptôme que la mécanique est en train de se gripper. D'accord, je vois. Mais alors, avant d'aller chercher les coupables, prenons la mesure du choc. Parce que le marché ne sanctionne jamais, enfin, rarement sans raison. Ah, le marché a toujours ses raisons, oui. Et là, les documents nous montrent que la direction a dû réviser ses objectifs pour 2026 et à la baisse. Et pas qu'un peu, hein. Ah non! Là où ils attendaient une légère hausse du chiffre d'affaires, maintenant ils anticipent un léger recul. Ce qui est déjà un mauvais signal en soi. Grave. Et la rentabilité en casse un coup aussi. La marge d'EBITDA courante est revue à la baisse. Elle passe entre 23 et 24 %, alors qu'avant ils visaient 24,5 %. Et sur des volumes pareils, à demi-point, c'est massif. C'est des dizaines de millions qui s'évaporent, on est d'accord. D'ailleurs, Stéphane Pallez, la PDG, a carrément dit qu'elle était déçue par les performances du premier trimestre. Elle a mentionné un fort ralentissement, surtout sur les loteries et les jeux de tirage. Et ça, c'est le cœur du réacteur de la FDJ. Voilà, alors moi, pour vulgariser un peu, je dirais que c'est un peu comme acheter un ticket de grattage dont on pensait qu'il était gagnant pour finalement s'apercevoir que les petits caractères au dos annulent une partie des gains. L'entreprise est censée être peu sensible à la conjoncture, alors d'où vient la fuite? Eh bien, vous mettez le doigt sur le paradoxe. Normalement, avec l'inflation ou le chômage, les gens continuent de jouer. Ils achètent de l'espoir. Oui, on se dit toujours qu'en temps de crise, le loto, ça marche à fond. Exactement. Donc si les joueurs sont toujours là, c'est que le problème vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la régulation et surtout la fiscalité. Ah, l'État. L'État, oui. Le fameux trou dans le seau. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on regarde les chiffres apportés par Pascal Chaffard, Le directeur général adjoint des finances, oui. c'est ça. Son intervention est juste saisissante. Il explique noir sur blanc qu'en 2025, le produit brut des jeux a augmenté de 1%. Donc l'activité réelle, les mises, moins les gains, est en hausse. Oui, la machine tourne plus vite. Mais, et c'est là le hic, le produit net, donc après les taxes, a baissé de 3%. C'est une divergence complètement folle quand on y pense. Bah oui, je suis surprise qu'une telle mécanique soit même possible. L'entreprise travaille plus, génère plus de jeux, mais s'appauvrit à des fins de la journée. Absolument. Et la conclusion des sources est sans appel. La croissance de l'activité s'est faite au profit exclusif de l'État. Mais attendez, on parle de quel montant là? On parle d'un manque à gagner de plus de 50 millions d'euros en 2025. 50 millions? Juste en taxes supplémentaires. Juste ça? Et ça va empirer, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet année pleine. C'est-à-dire que la taxe s'applique sur 12 mois au lieu d'une fraction de l'année précédente? Exactement. Et avec cet effet, l'impact de la taxe frôlera les 90 millions d'euros cette année. Waouh! 90 millions d'euros effacés des bénéfices? Mais
Si l'État continue de prendre une part de plus en plus grosse du gâteau, ne risque-t-il pas de tuer la poule aux œufs d'or? C'est le risque évident. Je veux dire, jusqu'où peuvent-ils presser le citron avant que le modèle ne casse complètement? Si l'on relie cela à la vision globale, on voit bien le paradoxe absolu de la situation. L'État est dans une position intenable. De schizophrénie presque. C'est le mot. Il est le régulateur qui doit protéger les citoyens de l'addiction, mais c'est aussi le taxateur gourmand et au final le grand bénéficiaire financier. Oui, il a besoin de cet argent pour boucler son budget. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, il doit faire semblant de rester impartial sur la politique fiscale. D'accord, mais face à ces taxes massives, comment la FDG peut-elle réagir? Parce qu'à l'Assemblée, ça a dû chauffer. J'ai vu dans le compte-rendu qu'un actionnaire a proposé une idée toute simple. L'idée que n'importe qui aurait, oui. Voilà, il a dit puisque l'État nous prend de l'argent, on n'a qu'à réduire le retour aux joueurs pour compenser. En gros, on baisse les gains. C'est d'une logique implacable sur le papier. Mais Stéphane Pallez a tout de suite calmé le jeu, Elle a dit quoi? que c'était interdit. Elle a rappelé que les taux de retour sont extrêmement encadrés par l'État. Mais au-delà de la loi, il y a la réalité du marché. Elle a expliqué qu'on peut jouer à la marge, oui, mais à une condition stricte. Ne pas faire fuir le client. Exactement, ne pas détruire l'attractivité des jeux. C'est marrant, ça me fait vraiment penser à la gestion d'un restaurant. C'est une mécanique d'une précision chirurgicale. Comment ça se passe? Imaginez, si on réduit les portions au restaurant sans baisser le prix, le client s'en rend compte direct. Ah oui, l'assiette à moitié vide. C'est ça, il est déçu et surtout il ne revient plus. Donc, pour la FDJ, la question c'est comment baisser les gains globaux sans que le joueur ne se sente floué? Et c'est là que la stratégie devient très très subtile. Au lieu de changer brutalement les règles d'un jeu précis, ils font ce qu'ils appellent du pilotage de portefeuille. Du pilotage, c'est-à-dire qu'il pousse certains jeux plus que d'autres. Exactement. Parce qu'il faut savoir une chose cruciale. Tous les jeux n'ont pas la même rentabilité. La différence est même colossale. Ah bon? C'est quoi les chiffres? Prenez le loto, par exemple. Le taux de retour régulé est autour de 50%. Donc la FDJ garde la moitié des mises. Voilà, c'est ultra rentable. Mais si vous regardez les paris sportifs en ligne, Ah oui, les paris sur le foot et tout. c'est ça. Là, c'est un marché très concurrentiel et le taux de retour monte à 85%. Attendez, 85%. Donc la boîte ne garde que 15%. C'est ça. Donc, logiquement, la stratégie de l'entreprise, c'est d'orienter en douce les joueurs vers les jeux de tirage à 50%, comme le loto, plutôt que vers les paris sportifs. Ah ouais, d'accord. Mais pour faire ça, j'imagine qu'ils ne mettent pas juste de belles affiches dans les bureaux de tabac. Il faut des moyens technologiques massifs, non? Vous avez tout compris. Et c'est pour ça que les investissements de la FDJ aujourd'hui sont presque exclusivement informatiques. Ah oui, je l'ai lu dans les sources. Ils investissent entre 4 et 5% de leur chiffre d'affaires là-dedans. C'est énorme. Cet argent sert à développer les plateformes, les algorithmes de recommandation, tout ce qui va profiler le joueur et l'orienter vers les jeux les plus rentables pour la maison. C'est fascinant et un peu effrayant à la fois. Mais attendez, il y a un truc qui cloche dans tout ça. Je vous écoute. Si l'entreprise cherche par tous les moyens à maintenir son attractivité et à faire jouer plus, elle va forcément se heurter à un mur éthique, non? La protection contre l'addiction. Ah, on arrive au cœur du paradoxe. Parce que d'un côté, on voit qu'ils essayent d'augmenter les gains max. Par exemple, le plafond de l'euro-million a été relevé, même si on est encore très loin des loteries américaines avec leurs milliards. Oui, ça c'est pour l'attractivité pure. Et d'un autre côté, ils ont des garde-fous incroyables. Il y a cette anecdote dans le compte-rendu de l'Assemblée, franchement, j'ai cru que c'était une blague au début. Ah, l'actionnaire joueur. Histoire incroyable. Mais oui! Raconter, c'est trop fou. En fait, un actionnaire prend le micro devant tout le monde. Et il s'avère que ce monsieur est aussi un très gros joueur, Un client très fidèle, quoi. très fidèle. Et il se plaint, très sérieusement, que le site de la FDJ a bloqué sa propre mise. Il n'a pas pu jouer plus de 120 €, c'est ça va? Exactement. Il voulait miser plus, le site lui a dit non. Et son argument devant la direction, c'était de dire « En me bloquant, vous freinez la croissance de notre entreprise et donc vous nuisez à mes intérêts d'actionnaire. Mais c'est le paradoxe ultime. Le gars engueule sa propre boîte parce qu'elle l'empêche de se ruiner. » C'est lunaire, on est d'accord. Mais la réponse de la FDJ est tout aussi intéressante. Ils lui ont expliqué que ce blocage, ce n'est pas un bug. C'est voulu. C'est un système automatique basé sur ces fameux algorithmes dont on parlait. Il est conçu pour détecter les comportements à risque, les ruptures de rythme. Genre, quelqu'un qui se met soudainement à jouer beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Et ça empêche les joueurs de basculer vers la perte de contrôle. Mais je veux dire, on marche sur la tête, on demande à la FDJ d'accélérer pour satisfaire les actionnaires, d'accélérer pour payer les 90 millions de taxes de l'État. Oui.
tout en l'obligeant à mettre les deux pieds sur le frein pour empêcher ses meilleurs clients de trop dépenser. Cela soulève une question importante en effet. C'est la tension permanente entre l'impératif moral de santé publique et l'impératif de rentabilité. C'est ce qui rend l'analyse de cette action si compliquée. Totalement. C'est pas une entreprise classique, c'est une entreprise sous camisole algorithmique et fiscale. Bon, alors, après avoir exploré toutes ces taxes, ces régulations et les frustrations de nos chers actionnaires, joueurs, il est temps de faire les comptes. Le verdict financier pur et dur. Exactement. Et là encore, surprise. Depuis mai, l'action a perdu un quart de sa valeur, on l'a dit, 25% volatilisée. Une vraie sanction du marché. Et pourtant, la gestion des dirigeants n'est absolument pas remise en cause. Non, pas du tout. Les actionnaires ont estimé que la direction avait fait ce qu'elle pouvait face à la pression fiscale. Mais les votes de l'Assemblée sont délirants. J'ai vu que le magazine Investir, par exemple, est arrivé avec 500 procurations. Ça représentait plus de 120 000 actions, oui. Eh bien, ils ont tout approuvé, massivement. Le dividende de 2,10 €, qui a été détaché fin avril d'ailleurs, a été voté à plus de 97%. Un plébiscite. Et la rémunération de la PDG, malgré la chute en bourse, validée à 92%. Comme quoi, ils savent dissocier la conjoncture fiscale du travail de la direction. D'accord, mais la conclusion des sources m'a quand même laissé pantoise. Leur conseil final, c'est acheter. Oui, une recommandation d'achat très claire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je veux dire, l'entreprise perd un quart de sa valeur, ses revenus nets baissent, on la taxe à mort et on conseille d'acheter. Ah, mais c'est là qu'intervient la magie du rendement. Expliquez-moi. L'argumentaire des analystes repose sur un chiffre, 8,6%. Le rendement du dividende? Exactement. Avec la chute du cours de l'action, le rendement mécanique du dividende a explosé. Et comme ils estiment qu'il n'y a aucun risque de baisse de ce dividende à court terme, C'est très attractif du coup. c'est super attractif. C'est presque un pari de valeur classique, ce que les financiers appellent un value play. C'est pour les investisseurs patients. C'est un peu comme acheter un vieil appartement très décoté juste parce que le loyer qu'il rapporte est énorme par rapport au prix d'achat. C'est une excellente métaphore. On encaisse les 8,6% de rendement en attendant des jours meilleurs. Et d'ailleurs, ils ont maintenu un objectif de cours à 32 €. Avec un prochain rendez-vous crucial, très bientôt je crois, hein? Oui, le 29 juillet pour les résultats semestriels. On verra si la digue tient bon. Eh bien, ça résume un peu notre voyage d'aujourd'hui. On est parti d'une chute brutale en bourse pour finalement découvrir une entreprise qui est littéralement prise en étau. Un étau à 3 mâchoires, oui. D'un côté, un État ultra gourmand qui capte toute la croissance. De l'autre, des actionnaires qui veillent au grain sur leurs dividendes. Et au milieu de tout ça, des algorithmes qui brident les joueurs pour les empêcher de trop miser. C'est une dynamique fascinante qui montre bien que la finance, ce n'est jamais juste des mathématiques, c'est de la politique. Mais carrément. Et ça m'amène à une petite pensée provocatrice pour terminer. Une réflexion que je vous laisse et que je laisse à ceux qui nous écoutent. Ah, je suis curieux. Réfléchissez à ça. Si les algorithmes plafonnent automatiquement les dépenses des joueurs pour les protéger, ce qui est très bien d'ailleurs, Oui, l'étau éthique. et que l'État continue inévitablement d'augmenter ses taxes pour combler ses déficits, L'étau fiscal. exactement. Est-ce que ces monopoles de jeux d'argent ne seront pas forcés, d'ici quelques années, de se diversifier massivement hors du jeu de hasard pur pour survivre? C'est une très bonne question. Je veux dire, sous peine de voir leur modèle économique s'effondrer sur lui-même, est-ce qu'on ne verra pas la FDJ acheter des médias ou des boîtes de divertissement classiques? Devenir un géant du divertissement global pour fuir la taxe sur le jeu. C'est ça. Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci d'avoir décrypté tout ça avec moi. Merci à vous, c'était un plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources. À bientôt! À bientôt.